Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer ce webinaire. Donc, je vais tenir quelques propos introductifs et puis je présenterai les personnes qu'on a autour de la table. Donc, on est en effet sur ce webinaire la QVCT, facteur d'attractivité des établissements publics de santé et médico-sociaux. Donc, on le sait aujourd'hui, les personnels des établissements de santé sont vraiment encore et toujours largement mobilisés sur la crise sanitaire, et ça a amené certains professionnels de santé à s'interroger sur le sens et la poursuite de leur mission de service public. CHAM s'inscrit aujourd'hui vraiment comme un manager des risques qui répond à la fois aux enjeux du risque médical, aux enjeux du risque sur le risque cyber et bien évidemment sur le risque RH. Dans les valeurs que porte CHAM et finalement plus globalement, plus largement le groupe Reliance, il y a cette notion qui nous tient à cœur, qui est celle de prendre soin de ceux qui nous soignent. Et c'est en ce sens et en notre qualité de manager des risques que l'on accompagne, en fait, que l'on souhaite accompagner les établissements de santé, que ce soit les établissements sanitaires ou les établissements médico-sociaux, sur les enjeux, que ce soit autour de la continuité d'activité, de la qualité et de la sécurité des prises en charge, mais aussi de la qualité de vie et des conditions de travail des équipes au sein des établissements. Tous ces enjeux, finalement, ils ont un impact fort sur la question de la performance hospitalière, sur la question de la performance des organisations, mais également sur cette notion d'attractivité au sein de vos établissements et au sein des territoires. C'est au regard, en fait, de cette expertise et de la connaissance des structures sanitaires et des structures médico-sociales connaissances que l'on a capitalisées au fil de ces années, qu'on va aujourd'hui évoquer avec vous la définition de la QVCT, comment finalement CHAM et plus largement Reliance aborde cette notion au travers de sa vision santé au travail. Ensuite, on verra quels sont les grands principes méthodologiques pour actionner la QVCT dans un établissement et comment finalement les DG, les DRH abordent aujourd'hui cet enjeu au sein même de leurs établissements. Et on finira par vous faire un petit focus sur la protection sociale complémentaire, qui est un levier supplémentaire de la QVCT pour favoriser l'attractivité de l'hôpital public. Pour mener à bien ces échanges, on a le plaisir d'accueillir Laurence Garot, qui est directrice du centre hospitalier de Moulins-Heiser et qui est vice-présidente de l'association des directrices et directeurs d'hôpitaux, connue plus spécifiquement sur le nom de ADH. Et puis Stéphanie Guépin, qui est directrice de l'EHPAD Les Roches à Pont-au-Mur dans le Puy-de-Dôme. On sera également deux intervenants du groupe CHAM Reliance. Donc, il y a Grégory Garel, qui est là en qualité de consultant senior et pilote des projets RH et qualité de vie au travail. Et puis, moi-même, en tant que chargée de relations institutionnelles au sein du groupe CHAM Reliance. On vous invite et n'hésitez pas à poser vos questions en fait sur le chat qui est en ligne mais posez vos questions finalement au fil de l'eau afin qu'on puisse soit y répondre nous au cours de nos différentes interventions, soit à la fin on prendra un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Voilà, on vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Grégory. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vais démarrer avec plaisir ce webinaire sur la QVT et plus spécifiquement la QVCT. En préambule, effectivement, c'est l'occasion la semaine de la QVT de reparler ou de parler encore, je dirais, de cette notion et de voir quels sont les apports évidemment que cela peut avoir sur la santé au travail et puis l'amélioration des organisations au quotidien. Deux parties dans ce webinaire pour ce qui me concerne, effectivement, déjà revenir sur la définition, sur ce qu'on entend par QVT et QVCT. On verra que l'acronyme évolue depuis fin 2020 et que c'est un tournant important. Et puis un deuxième temps où on parlera un petit peu méthode, où on présentera un petit peu comment est-ce qu'on peut mener dans les grandes lignes, évidemment, une démarche QVCT et à l'appui une petite illustration de ce qu'il est possible de faire dans cette perspective.
Puis je laisserai la parole à nos témoignages, évidemment, qui apporteront aussi une touche de concret encore plus supplémentaire, je dirais. Alors, le premier point, effectivement, que je souhaite évoquer, c'est le passage, si on peut dire, de la QVT à la QVCT. Alors, c'est un élément important, bien sûr, puisque on l'a bien compris, la QVCT, c'est un levier aujourd'hui de résilience, c'est un levier d'amélioration post-crise sanitaire. C'est une véritable opportunité, cette traversée qu'ont eu les établissements hospitaliers, c'est une véritable opportunité de penser autrement l'organisation du travail, très clairement, et de s'appuyer sur une véritable stratégie QVT et QVCT dans les établissements pour porter un certain nombre de problématiques et d'amélioration des conditions de travail. Alors, on parle de QVCT volontairement et non plus de QVT. Alors, la QVT, toujours un terme évidemment d'actualité. On est bien dans la semaine de la QVT, et je rappelle que l'ANACT en a donné une définition depuis l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel de 2013, en rappelant effectivement que la qualité de vie au travail, elle désigne et regroupe sous un même intitulé des actions qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail et la performance des établissements, la performance globale des organisations, et ce point d'équilibre, il est évidemment important. Cet accord, historiquement, il a porté un principe d'action majeure qui est l'idée d'engagement de toutes les parties prenantes et l'idée de participation, d'action participative de l'ensemble des agents et des salariés autour de cette thématique. Donc, ça a été un point fort historiquement porté par la QVT et la ENI de 2013. On passe de QVT à QVCT avec un acronyme qui ajoute une lettre. Depuis l'ANI de 2020, donc l'accord national interprofessionnel sur la santé au travail qui a été signé en décembre 2020, donc c'est encore relativement récent, et puis c'est en train d'être retranscrit dans la loi actuellement par le législateur. Alors, le C de QVCT, il est loin d'être anodin, il est loin de n'être qu'une lettre en plus, puisque désormais, on va parler de qualité de vie et des conditions de travail. Alors, effectivement, l'ANI nous rappelle que c'est l'occasion, effectivement, de plus uniquement parler de qualité de vie au travail, mais de parler des conditions qui participent à la qualité du travail. Et ça, c'est une vraie précision qui, de mon point de vue, a été attendue aussi par un certain nombre d'experts, de préciser cette notion de QVT. Alors, aujourd'hui, on parle de QVCT. Demain, on va parler aussi et encore plus de QVCT. Alors, quels sont, je dirais, les enjeux et les enjeux stratégiques de la QVCT pour les organisations? Alors, la QVCT, évidemment, elle a pour vertu de pouvoir mettre en discussion des sujets centraux du travail, des thématiques majeures liées à l'organisation et aux conditions de travail. Alors, on verra tout à l'heure quels sont, selon nous, les 10 piliers qui peuvent constituer un référentiel QVCT. Je cite pêle-mêle les questionnements autour du développement des pratiques managériales, du maintien durable dans l'emploi, de l'accompagnement des transformations organisationnelles, du développement des trajectoires professionnelles, notamment dans la perspective de la prévention de l'usure professionnelle ou d'autres sujets connexes. Donc, elle porte des vrais sujets de discussion qui sont strictement liés au travail et aux conditions de travail et qui mettent le travail au centre de la discussion. Ça, c'est le premier point qui constitue un des enjeux stratégiques. Et puis, je dirais que la deuxième dimension stratégique pour les organisations autour de cette notion de QVCT, c'est qu'elle invite vraiment à une amélioration continue des pratiques, à une amélioration continue des conditions de travail, avec deux éléments importants qui sont évidemment d'une part une approche peut-être plus intégrative, c'est-à-dire intégrative au sens qui prennent en compte déjà les pratiques existantes d'un établissement, d'une organisation, puisque l'expérience nous révèle aussi que la plupart des établissements, lors de nos interventions, on le voit, la plupart des établissements mettent en œuvre déjà des choses, mais qui ne se rangent pas nécessairement sous l'appellation QVCT et qui ne sont pas organisés, centralisés au sein même d'une politique et d'une politique QVCT, d'une stratégie QVCT au sein de l'organisation. Et puis, une logique d'amélioration continue. Pourquoi? Parce que l'idée, effectivement, de la méthodologie de la QVCT et de la méthodologie qu'on présente et qu'on défend, c'est de pouvoir s'appuyer sur un référentiel dont on va savoir, à travers à peu près les 10 thématiques, on va dire, qui le constituent, que si les éléments qui constituent ce référentiel sont
sont bien traités, si je puis dire, eh bien, ils sont largement, c'est dit déterminants, ils sont largement prédictifs d'un bon équilibre et d'une bonne qualité de vie et des conditions de travail des agents d'une part et d'une qualité de service et d'une performance aussi d'autre part au niveau de l'organisation. Donc, évidemment, on est toujours inscrit dans cet équilibre entre santé-performance, qui est défendu historiquement par l'ANACT à travers cette thématique de la QVT historiquement et puis à travers les autres, ce que portent aussi les autres partenaires institutionnels autour de ce sujet. Dimension intégrative et appui d'un référentiel qui change un peu les choses par rapport à la problématique et à la manière d'approcher le sujet. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, dans quelques minutes. Pourquoi c'est une révolution ou un changement important, je dirais, une évolution, une révolution peut-être. La QVCT, c'est une vraie évolution de la vision de la santé au travail. Alors, on peut se dire qu'on aurait un cheminement qui va des RPS à la QVT puis à la QVCT, pour simplifier. La QVCT, d'abord, elle porte une appréciation qui est une appréciation positive de la santé psychologique au travail et d'une appréciation, je dirais pour le coup, peut-être plus forte encore qu'avant quand on l'aborde par les RPS notamment, puisqu'on va vraiment estimer que la bonne santé psychologique, on l'a non seulement au travail, mais on l'a aussi et surtout par le travail. Donc, ça veut dire qu'on pose la question, et on pose au centre la question du travail et la question de la qualité du travail et des moyens pour avoir et pour produire cette bonne qualité de travail qui va satisfaire l'usager, le client, le patient, qui va satisfaire aussi les travailleurs qui sont en position de réaliser le travail. Donc, c'est une appréciation positive. Ça s'inscrit dans une chronologie. On a d'abord parlé des RPS, des risques psychosociaux, qui gardent toujours évidemment leur actualité, mais qui deviennent, je dirais, un des chapitres, un des piliers de la QVCT. C'est une chronologie, c'est des évolutions majeures parce que en passant des RPS à la QVT, on a donné cette nouvelle dimension au prix parfois d'un certain malentendu autour de la notion de QVT. Et je pense que ça a pu desservir à un moment donné cet acronyme de QVT, de qualité de vie au travail, puisqu'on on a pu y ranger effectivement, et on le voit encore aujourd'hui, des actions qui sont plus des actions périphériques autour du bien-être des travailleurs, mais qui n'agissent pas directement sur les conditions de travail. Et donc, cette notion de QVCT, le C de QVCT, permet de gommer, de maîtriser ce malentendu, d'en finir peut-être avec ce malentendu et de vraiment recentrer le sujet sur la question des conditions de travail et des moyens pour affirmer des bonnes conditions de travail et donc la performance de l'organisation. C'est le passage donc du coup d'une vision, je dirais historiquement très préventive et aussi très réglementaire avec les RPS à une vision plus incitative et puis plus développementale. Et c'est aussi en filigrane, je dirais, le passage d'une vision du travail considérée historiquement par les RPS comme un risque pour la santé à une vision du travail qui devient une opportunité de développement. J'insiste évidemment en disant que les RPS continuent d'avoir leur actualité, bien sûr, et d'être un chapitre de la QVCT en termes d'actions de prévention qui sont non seulement obligatoires, mais aussi et surtout nécessaires, évidemment, comme socle de base. Mais disons qu'on dépasse cette vision-là pour aller vers une vision vraiment du travail comme opportunité de développement. C'est une évolution, donc la QVCT importante, de la vision du travail d'organisation qui est au cœur des principes philosophiques même de la QVT et de la QVCT, puisque c'est l'idée de conduire des actions d'amélioration qui sont des actions de manière collective. Donc, ça veut dire qu'on embarque un certain nombre d'acteurs, acteurs de la prévention, salariés, agents du terrain. On embarque le management aussi, bien sûr, et les directions autour d'une réflexion commune et stratégique, qui se veut stratégique. On conduit des actions d'amélioration par l'expérimentation. C'est un grand principe fondamental de la QVT et de la QVCT qu'on retrouve. On expérimente et on voit si ça fonctionne ou pas. On garde, on améliore. Et c'est une certaine manière de conduire des actions d'amélioration, je le disais, avec une cohérence stratégique. Je vais y revenir un tout petit peu après. Les effets attendus étant bien sûr la mise en dialogue professionnel qui est plus que jamais est majeure dans la possibilité de discuter autour du travail, le développement de la prise d'initiative et de l'agir des travailleurs au quotidien, le renforcement de la performance et des services rendus à l'usager, aux patients. Et puis je dirais qu'un des effets attendus aussi de la QVCT et de son inscription dans une vision plus stratégique, c'est pour ça que je parlais de politique QVCT au sein d'un établissement, au sein d'une organisation, c'est l'idée d'une acculturation encore plus forte aux questions de santé au travail, qui embarque, je le disais, toutes les parties prenantes et qui finalement vise à banaliser le traitement de ces questions, à en faire
une série de questions comme une autre et à l'intégrer de manière naturelle au sein de la politique de développement d'un établissement, au même titre que d'autres actions, qu'une démarche ISO, qu'une démarche de certification qualité. Voilà, on va retrouver en tous les cas ce qui va être porté dans la QVCT telle que nous la concevons et telle que nous souhaitons la porter aujourd'hui et demain, cette idée-là. L'idée de partir effectivement de la qualité du travail comme socle d'une bonne qualité de vie au travail des agents, des salariés, constitutive donc de la QVCT, de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc voilà pour poser un petit peu le décor. Je dirais que voilà, en termes de méthodologie, on est sur quelque chose qui est aussi un petit peu différent de ce qu'on peut connaître, notamment quand on parle de la prévention des risques psychosociaux. Alors pour une raison simple, hein, je dirais, c'est que alors au-delà de la logique d'amélioration continue qu'on peut retrouver sur d'autres pans de la vie de l'entreprise ou de la vie d'une organisation, d'un établissement, on va se centrer sur le quoi faire plutôt que sur le quoi atteindre. Alors je m'explique. Le quoi atteindre, on va partir du principe qu'on le connaît déjà, avec l'appui de notre référentiel QVCT. Et je vais vous dévoiler ce qui peut le constituer dans les 10 problématiques, dans les 10 sujets majeurs. Donc, on va se centrer à partir du moment où on connaît le quoi atteindre. On sait que si on traite ces éléments, ces déterminants de manière positive à travers un certain nombre d'actions, un certain nombre de leviers, eh bien, on sait que ça va renforcer la QVCT. On va se concentrer plutôt sur le quoi faire. Et on est beaucoup moins dans une approche diagnostique que dans une approche vraiment de faire sur le terrain et d'implanter un certain nombre de dispositifs qui vont faire vivre au quotidien la QVCT. Cette méthodologie, elle passe évidemment par le fait d'identifier ces déterminants qui ont un appui et qui agissent durablement sur une bonne qualité de vie et des conditions de travail, à l'appui d'un référentiel qui pose les bonnes questions, qui intègre les pratiques existantes de l'organisation. C'est un bilan des pratiques QVCT, évidemment, pour évaluer les modes de fonctionnement, leur efficience au sein de l'organisation, ancrée dans leur histoire aussi, bien sûr. C'est la définition d'un plan stratégique qui va servir à définir des axes de progression prioritaires à accompagner. Il est évident qu'il faut aussi garder une certaine humilité dans le déploiement d'une telle stratégie, d'une telle politique. Et il faut d'abord aider les institutions, les entreprises, les organisations, les établissements à se concentrer sur les 2-3 sujets majeurs et prioritaires qui entrent dans le cadre de la QVCT. Donc, on définit des actions prioritaires, on expérimente en embarquant, je le disais, l'ensemble des parties prenantes, en faisant des groupes de travail un peu spécifiques et en embarquant des salariés ou des agents dans les actions d'amélioration à travers le test d'outils, le test de nouvelles méthodes de travail, le test d'amélioration identifiée. Et on apprend de cette expérimentation, donc il y a cette dimension apprenante que j'ai appelée moi la QVCT embarquée, et puis in fine, on aboutit à construire à une véritable politique d'amélioration continue des pratiques en QVCT, ce qu'on peut appeler la CQVCT, l'amélioration continue des pratiques en qualité de vie et des conditions de travail, de manière à non seulement en faire un choix naturel, mais à en faire aussi un réflexe naturel et aussi une dimension vraiment stratégique, au même titre que d'autres actions qui sont menées dans les établissements. Alors, pour constituer ce référentiel, on est parti du principe que on a identifié 10 piliers ou 10 thématiques qui, si elles sont bien traitées, sont, de notre point de vue et du point de vue de notre expérience, largement prédictives du développement d'une bonne qualité de vie et des conditions de travail. Et on va retrouver ces 10 problématiques vraiment centrées sur les questions du travail, vous allez le voir, puisque le référentiel QVCT peut s'appuyer sur ces 10 thématiques-là, sur les questions d'égalité professionnelle, sur les questions d'accompagnement des emplois, des compétences et des trajectoires professionnelles, sur le développement des pratiques managériales et le management du travail, sur la question de la conduite du changement et des transformations organisationnelles, évidemment, sur la question de l'évaluation et de la régulation de la charge de travail. On va retrouver, bien sûr, vous le voyez, la prévention de l'usure professionnelle et le maintien durable dans l'emploi, qui est un des chapitres d'une stratégie QVCT ou d'une politique QVCT portée à l'échelle d'un établissement par tous les acteurs et les décisionnaires. On va retrouver, bien sûr, je le disais, l'animation de la prévention des risques professionnels et psychosociaux. On va retrouver l'appui au dialogue social et la question aussi un peu plus séparée, je dirais, des espaces de délibération sur le contenu du travail. On va y retrouver tout ce qui relève des réflexions autour de la conception et de l'aménagement des espaces de travail. Et puis, on va enfin y retrouver un thème plus que jamais d'actualité après la période qu'on a traversée, la question du déploiement du télétravail et plus largement les questions liées à la digitalisation et aux transformations numériques, dont le télétravail finalement est indirectement une petite partie, je dirais.
Un des aspects plutôt. Donc notre référentiel QVT, à l'intérieur, il vient questionner sur 2-3 sous-sujets systématiquement les pratiques existantes pour voir quels sont les sujets prioritaires au sein d'une organisation, vont nous permettre, voilà, d'identifier un certain nombre, je dirais, d'améliorations et de sujets à travailler. Vraiment, j'insiste, toujours centrés autour de la question du travail. On n'est pas sur des actions périphériques, on est vraiment sur des actions qui mettent en discussion une certaine manière de travailler et qui mettent en discussion les améliorations autour des conditions de travail liées à ces 10 thématiques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? On peut donner un exemple issu de notre pratique, un exemple récent pour illustrer ceci, puis je laisserai après la parole à nos autres intervenants qui auront des témoignages aussi ancrés dans le concret et le réel. Qu'est-ce que ça peut donner, la qualité de vie et des conditions de travail, le déploiement d'une stratégie, d'une politique d'amélioration de la QVCT dans un établissement sur le chapitre, je dirais, sur la question du maintien durable dans l'emploi? Eh bien, ça peut donner un certain nombre d'actions. On a accompagné très récemment un établissement médico-social, environ 200 agents, regroupant plusieurs unités assez distinctes, maisons d'accueil spécialisées, ESAT, foyer d'hébergement, foyer de vie, une problématique repérée, à l'issue d'une phase de mini-diagnostic, je dirais, des situations appuyées par la connaissance fine qu'avaient et qu'ont en général tout le temps les décideurs et les directeurs d'établissement et les acteurs de la prévention en interne. C'est des situations de maintien dans l'emploi de plus en plus complexes, notamment sur certaines unités de travail, sur la masse en particulier, avec une prévention de l'usure professionnelle qui se révélait insuffisante et incomplète, avec des actions qui étaient plus ancrées dans des actions dans une dimension curative que préventive, et beaucoup de situations individuelles complexes à gérer et donc pas satisfaisantes du point de vue de la politique de prévention, finalement, qui doit en priorité se situer plutôt sur du préventif et sur une approche collective. Donc, on a accompagné cet établissement pour l'aider dans le déploiement de ce chapitre de sa politique QVCT, finalement, à travers un plan de formation-action pour renforcer sa stratégie de maintien durable dans l'emploi. Ça s'est traduit par des actions de formation des acteurs de la prévention et de l'encadrement autour de la posture, de la capacité à détecter les situations à risque et autour de la question du réaccueil des agents qui revenaient de longs arrêts de travail pour des problématiques de santé. On a réalisé, je le disais, un mini-diagnostic pour identifier quelques métiers vraiment plus exposés que d'autres aux situations d'usure professionnelle. Ça nous a permis d'amorcer, puisqu'on ne l'a pas terminé, c'est quelque chose qui est en cours sur ce sujet-là, du moins d'amorcer une réflexion autour des trajectoires professionnelles, de les penser de manière horizontale ou verticale, de manière à éviter la durée d'exposition trop longue, en plus des moyens de prévention évidemment ajoutés pour la limiter. Et puis, on a travaillé sur la mise en œuvre d'outils d'aide à la détection à travers les processus RH déjà existants, mise en place d'un processus de réaccueil, je le disais, et intégration d'un outil de détection à l'entretien annuel, à la grille existant déjà pour l'entretien annuel d'évaluation de chaque agent. Alors, petite illustration de ce que ça peut donner, effectivement, sur l'outil alors non pas de détection, mais l'outil intégré au réaccueil, puisqu'il nous a semblé que c'était un besoin d'aider les managers justement dans le processus de réaccueil à pouvoir identifier les besoins plus précis. On a établi une grille spécifique qui s'est inspirée de certains travaux et notamment du questionnaire Acte 45+ de l'IRSST, Institut de recherche sur la santé et sécurité au travail du Canada. Dans le cadre de la procédure du processus de réaccueil, on a intégré effectivement un guide d'entretien, on a intégré une grille spécifique qui permet de recueillir un certain nombre de points et une grille vraiment dédiée aux problématiques santé-travail. Donc, vous voyez un exemple sur vos écrans avec un certain nombre de questions posées à l'agent par l'encadrant au moment de son réaccueil pour effectivement mieux cerner son besoin et mieux orienter aussi en fonction du besoin identifié. S'il s'agit de besoin d'aménagement, de besoin de soutien managérial, psychologique, d'une reconversion qu'il s'agit de réfléchir et dans un premier temps surtout de pouvoir identifier la meilleure manière de réaccueillir en évitant le risque de rechute. Donc vous voyez que dans cette grille qui se constitue d'une douzaine de questions, eh bien, on a ciblé un certain nombre de sujets dont on estimait qu'ils pouvaient avoir un impact sur la meilleure manière de réaccueillir l'agent après un long arrêt de travail, avec à la fois un questionnement sur l'existant, un questionnement sur le besoin et un questionnement bilan à l'issue de la période de réaccueil. Donc, c'est un des exemples très concrets de ce qu'on peut faire quand on travaille sur le sujet du maintien durable de l'emploi,
et quand on travaille plus globalement sur l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des agents. Donc, on est sur une action, je le dis encore, très concrète et qui porte ses fruits puisqu'elle vient alimenter à titre individuel l'encadrement et la prise en charge de l'agent qui revient, et à titre, je dirais, plus collectif, elle permet aussi de renforcer la détection, d'alimenter la connaissance aussi au niveau plus collectif et la vision plus longitudinale que peuvent avoir les établissements autour de certaines situations de travail, puisque la collection de cas qu'on peut remonter par l'intermédiaire de cette grille va alimenter la réflexion et va servir d'outil de veille pour identifier peut-être des situations de travail qui passeraient en dehors des radars classiques de la détection. Donc, c'est un outil supplémentaire au service d'une détection et d'une politique de prévention plus globale et plus longitudinale, c'est-à-dire plus déployée dans le temps, je dirais. Donc, voici une des illustrations qu'on peut proposer. Pour terminer, puis je laisserai la parole aux autres intervenants. Je pense qu'effectivement, la crise sanitaire est une opportunité, on l'a vu, de faire revenir au premier plan la notion même de métier, un retour en force de la délibération collective autour du sens du travail. Je pense qu'on a pu le voir à travers la médiatisation de certains sujets. Et la QVCT peut être un véritable levier, disons que la période que nous vivons peut être une véritable opportunité de penser pour de vrai une vraie politique qualité de vie et conditions de travail en établissement, avec des points d'appui comme la protection sociale complémentaire, qui va être un levier RH aussi, à la fois dans l'attractivité, le développement du dialogue social et la sécurisation des parcours, des trajectoires professionnelles. Et puis, bien sûr, on a évoqué le risque cyber, plus largement, les nouvelles technologies et la data, sur lesquelles nous sommes aussi en pointe, je dirais, peuvent nous permettre d'alimenter aussi cette vision prédictive et de maîtriser un petit peu mieux un certain nombre d'informations à travers les dispositifs que nous proposons. Donc, on a un certain nombre d'appuis qui sont plutôt des signes positifs pour le développement de la QVCT à l'horizon 2021, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et je cède donc du coup la parole sans avoir trop débordé. Oui, merci beaucoup Grégory pour ton intervention qui finalement on voit bien inscrit la QVCT comme un outil au service de la stratégie et de la performance de l'établissement. Comme tu l'as énoncé, on va maintenant laisser la parole. On va commencer peut-être par Madame Garot, puis ensuite Madame Guépin, pour que l'une et l'autre puissent nous faire part finalement d'expériences de terrain, d'initiatives qui ont pu être mises en place respectivement sur leur territoire, dans leur établissement. Madame Garot, on vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Tout est bien installé. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette invitation. Et puis, ma collègue du médico-social tout à l'heure aura aussi effectivement des points extrêmement intéressants à présenter autour de la thématique. Alors, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est en toute humilité que je viens donner un témoignage qui n'est qu'un témoignage, sans aucune prétention, simplement de vous donner un état des lieux de ce qui a déjà été fait au sein de l'établissement du centre hospitalier de Moulins-Isère, qui est un centre hospitalier du siège de SAMU dans le département de l'Allier, qui a un certain volume d'activité. C'est un hôpital, j'allais dire moyen gros, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qui joue son rôle de proximité, mais aussi d'hôpital de référence sur certaines spécialités, notamment la radiothérapie, pour planter un peu le décor. C'est un hôpital de 2200 agents, 2000 non médicaux et de 200 médecins. Je ne vais pas plus loin sur le fait de planter le décor. Donc, c'est vrai que pourquoi je parle d'humilité, c'est que il y a des choses qui sont plus de l'ordre du projet encore et d'autres qui sont quand même mises en place dans le cadre de notre politique RH. Tout à l'heure, j'entendais parler, plus que parler en fait, de la matière QVCT comme un vrai levier RH, mais surtout une façon d'opérer une résilience par rapport à ce qu'on vient de tous de traverser dans nos établissements de santé. C'est majeur parce que il faut donner des perspectives à nos professionnels. Je sors d'un CTE,
je serais effectivement malvenue de dire que tout va bien. Donc, avec les organisations syndicales, c'est vrai qu'il y a vraiment là donc des sujets. Et notamment pour aller droit au but, le fait aussi d'éviter la fuite de nos professionnels, donc qui reste relative, mais qui quand même donc a été constatée, en tout cas dans notre établissement, et traduit par davantage de demandes de disponibilité pour concrétiser des projets professionnels qui ont mûri pendant la période Covid. Donc ça, il faut effectivement bien en tenir compte. Et donc, et aussi pour, je dirais, reprendre les propos que j'ai entendus, qui sont absolument vraiment intéressants, moi, dont je vais me servir, hein, évidemment, dans la politique RH on va continuer à mener. En fait, ce que vous décrivez là, pour moi, c'est en gros la politique ressources humaines qu'on doit mener. Il y a plein d'aspects dans une politique ressources humaines, mais là, moi, j'ai l'impression qu'on touche quand même au cœur du sujet. Donc, parce que, voilà, là, il va falloir vraiment prendre à bras-le-corps cette problématique de prendre soin des soignants qui eux-mêmes prendront bien davantage soin des soignés. Et je vous parle aussi en tant qu'ex-chef de service de la certification de la Haute Autorité de Santé, où on s'est démontré de façon extrêmement même scientifique que une qualité de soins dépend essentiellement donc d'une qualité de vie au travail, qualité de vie des conditions de travail. Donc, juste pour ne pas monopoliser la parole, quelques actions qu'on a pu mettre en place donc, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. On a développé en 2020 un pôle prévention des risques professionnels pour vraiment favoriser au maximum le maintien dans l'emploi. Donc, on a identifié des postes qui sont réservés pour les agents ayant des restrictions médicales. On a actualisé les fiches de poste avec ajout des risques professionnels et des contraintes du poste. Et enfin, plein d'autres sujets aussi qu'on essaye de développer, mais on essaye de créer une cellule qu'on appelle Team Plus. Alors maintenant, c'est vrai que ce sont des termes un peu à la mode, mais c'est pour donner un peu de dynamisme en fait à nos actions, qui sont constituées d'agents de la commission d'aide au retour à l'emploi. On a des professionnels qui sont déclarés inaptes sur leurs tâches, et en fait, plutôt que de le voir je dirais par le creux, par le négatif trop souvent, par le péjoratif, on essaye de transformer ça donc par du positif en disant finalement c'est une équipe un peu de pool donc qui sera mise à disposition donc de l'hôpital sur différentes tâches, bien sûr avec du cadre et avec des règles pour que ces agents soient vraiment les premiers bénéficiaires de ce dispositif. Mais c'est vrai que voilà, on est en train d'essayer de renverser un peu la vapeur sur cette notion de commission de retour à l'emploi qui a quand même des difficultés à fonctionner, et on essaye d'accrocher ça de façon plus positive. On a aussi, là ça c'est des choses qu'on fait déjà. Le projet, et je n'ai pas réussi encore à le mettre en place, mais je sais qu'il a été mis en place dans un établissement donc des Hauts-de-France, je ne sais plus si c'est Tourcoing, et j'ai peur de créer, je dirais, des jalousies chez mes collègues, mais il y a donc un projet qui a déjà été développé de maintien dans l'emploi en fait des femmes enceintes jusqu'au congé maternité, de façon à limiter aux arrêts maladie donc qui sont souvent constatés parce que la charge est trop lourde, parce que le poste n'est plus adapté donc à une situation donc de grossesse, et il y a vraiment des exemples, en tout cas un dans le Nord dont j'ai souvenir et qu'on voudrait importer dans notre établissement, parce que je suis convaincue que dans la plupart des cas, ça n'est pas choisi et que vraiment on peut faire mieux pour le maintien dans l'emploi donc des femmes enceintes. Quelque chose par contre on a mis en place, là aussi on a cherché à renverser la vapeur, mais on n'est pas du tout les seuls. Hein, ce sont des outils. Alors, je ne vais pas donner le nom parce que ça ferait de la pub, mais on a vite pris conscience que tout ce qui était remplacement d'absentéisme, et dès lors qu'on appelait les professionnels sur leur repos et parfois sur leur congé, forcément générait un malaise, et malaise que je comprends complètement. Personne n'a envie de revenir spontanément sur ses repos et sur ses congés. Eh bien, en fait, on a renversé la vapeur en créant, avec l'aide d'un outil, donc un logiciel donc du marché, de façon à ce que les professionnels se déclarent volontaires donc sur leur propre plage, donc qu'ils estiment disponibles, sur des horaires sur lesquels ils s'estiment disponibles. Et en fait, c'est l'agent qui fait la démarche de se proposer donc pour faire des remplacements en donnant ces créneaux de disponibilité. Ça a beaucoup changé la donne.
d'un absentéisme, enfin, en tout cas donc subi par le biais des remplacements effectués souvent en urgence, par un cadre de santé qui parfois est mis en difficulté parce qu'il est à la limite du harcèlement alors qu'il ne le veut pas auprès des agents, eh bien là, c'est autre chose qui s'est mis en place. C'est les professionnels qui déclarent qu'ils sont effectivement à même de remplacer. Et forcément, il y a une incitation financière puisque c'est générateur donc d'heures supplémentaires payées en heures supplémentaires. Attention, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives, et notamment avec la crise Covid, parce que là, tous les cadres qu'on avait posés donc, dans une situation hors crise, les cadres, pas tous, mais beaucoup ont sauté, parce qu'on avait là, par rapport au principe que je viens d'énoncer, pas théorique, qu'on voulait vraiment mettre en place, eh bien, on a eu vraiment des absentéismes comme partout dans tous les hôpitaux de France avec des professionnels contaminés. Et il a fallu, en fait, activer ce dispositif au-delà des cadres et des principes qu'on avait posés, ce qui fait que je ne suis pas sûre, pour être tout à fait honnête, qu'à chaque fois, donc, la qualité de vie, ou en tout cas, la qualité de vie tout court ait été toujours priorisée parce que parfois, certains professionnels, volontaires toujours, mais ont enchaîné beaucoup d'heures de travail. Et ça, ce n'était pas du tout, effectivement, vers cet écueil, évidemment, qu'on avait souhaité aller. Un projet encore, un projet ressourcement au sein du centre hospitalier. Alors, c'est un espace qu'on souhaite créer, donc un endroit accueillant, chaleureux, où les agents donc, peuvent penser à leur bien-être. Donc, où on va pouvoir leur dispenser des consultations diététiques, des ateliers de sport collectif, la méditation en pleine conscience, c'est très tendance, mais bon, pourquoi ne pas essayer? Et on va, je pense, répondre à un appel à projet que beaucoup ont dû voir passer de la Fondation donc, des Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, sur ce qu'on appelle des bulles de repos. Donc ça, c'est plutôt un projet, mais plutôt bien avancé. Et on a aussi, donc, dans ces axes-là, concrétiser un partenariat avec le club de natation donc, de la ville de Moulins, de façon à ce que les professionnels de santé aient des créneaux horaires réservés pour prendre des cours de natation, pour avoir accès simplement au bassin. Donc ça, c'est très concret et c'est extrêmement bien perçu, et c'est un des dossiers qu'on a pu mener avec les organisations syndicales. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois embarquer de façon spontanée nos organisations syndicales sur toutes ces thématiques pourtant très porteuses de QVCT, parce que on revient souvent sur des problématiques qui sont réelles, mais on n'a pas les effectifs pour fonctionner. Il faut quand même effectivement reposer les choses. Et alors, pourquoi on n'a pas les effectifs? Objectivement, c'est pas qu'on ne souhaite pas les avoir, c'est qu'on ne les trouve pas. Donc voilà, donc on a quand même non seulement, alors peut-être pas partout en France, mais quand même, une problématique sur la démographie médicale, mais aussi sur le paramédical, où on commence à faire appel à de l'intérim paramédical, ce qui ne nous était pas quand même arrivé depuis un moment. Donc, tout ça est quand même à prendre en compte. Je ne donne pas vraiment des solutions, je pose aussi des problématiques. C'est vrai qu'on a certains freins, certaines limites posées par une réalité, par vraiment un principe de réalité. J'en finirai juste sur quelque chose, par contre, qui a très bien fonctionné et qui est office de projet d'établissement et donc qui impacte directement la QVCT, c'est vraiment tout ce qu'on a mis en place autour du développement durable. Donc, on a un jeune collègue dans l'équipe qui vraiment est le fer de lance de cette politique développement durable, et ça a permis donc de vraiment mieux gérer les risques des déchets de soins, risques infectieux, de mieux aussi gérer donc tout ce qui est restauration et donc déchets de restauration collective, parce que en fait le tri se fait différemment par les professionnels qui déjeunent au self. Donc voilà, il y a moins de charges de travail pour nos professionnels de cuisine. Et puis voilà, sans vouloir être trop longue, c'est vraiment quelque chose qui a donné une véritable impulsion très positive à l'établissement. C'est un projet fédérateur où on n'enlève rien à personne, où vraiment, là, finalement, on ne rencontre pas d'opposition. Donc voilà, un axe fort de l'hôpital donc de Moulins-Isère, grâce à notre, je vais donner son nom parce qu'il faut lui rendre vraiment ce qui, non pas lui appartient, mais en tout cas ce qu'il a vraiment promu, c'est Monsieur Rudy Chouvel, et qui donc fait plein de publications sur le développement durable. Voilà, donc je suis déjà peut-être un petit peu trop longue, mais voilà, je voulais simplement dire que je restais très très humble par rapport à tout ce qui pouvait avoir été mis en place au centre hospitalier de Moulins-Isère,
mais que c'est un sujet qui, pour moi, finalement, devient une politique RH, la QVCT. Merci beaucoup. Merci Madame Garot pour votre retour et vos initiatives en fait d'avoir pu les exposer, je pense, et c'était vraiment une plus-value pour nous importante et une illustration vraiment pertinente. On va laisser dans la poursuite, on laisse la parole à Madame Guépin. Laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je prends la parole dans ce contexte difficile post-Covid, en tout cas pour nous, les établissements médico-sociaux. Alors, pour situer mon établissement, c'est un petit EHPAD de 91 lits, EHPAD hospitalier autonome, dans une petite région montagneuse au nord-ouest du Massif central, donc à 50 minutes de Clermont-Ferrand à peu près. On doit être à 1h30 de Moulins, quelque chose comme ça, et une grosseur de Montluçon. Donc, au milieu des volcans, du parc des volcans d'Auvergne. Alors, donc avec les problématiques de désertification médicale, paramédicale, et aujourd'hui, j'allais dire, bien qu'on n'ait pas été très impacté par le Covid parce qu'on a eu très peu de cas, on a été très protégés, malgré le Ségur, on a un vrai problème, je pense, de sens pour les équipes de travail. Et même si la QVCT, c'est sans doute l'occasion de s'interroger là-dessus, nous, aujourd'hui, c'est pas une occasion, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent pour des dispos, effectivement, de manière massive. Sur des petits effectifs, c'est problématique. Alors moi, j'ai souhaité, en tout cas, j'ai accepté de témoigner parce que mon établissement s'est engagé sous le patronage de l'ARS avec d'autres établissements dans le cadre du réseau des établissements médico-sociaux des Combrailles dans une démarche QVT de novembre 2019 à novembre 2020, sachant qu'en mars 2020, nous étions en plein Covid. Voilà, donc j'allais dire que l'expérience s'est terminée un peu en eau de boudin. Mais en tout cas, on a pu expérimenter une partie de tout ce processus qui était à l'époque QVT. Et je vais donc vous en faire part. Évidemment, voilà, je n'ai rien à apprendre à personne, c'est juste le témoignage de l'établissement. Donc, on a été accompagné par l'ARACT. On était 8 établissements et on a pu se rencontrer pour des journées collectives sur des thématiques pour apprendre la méthodologie de cette co-construction de la QVT. Donc, chaque établissement avait un trinôme, donc la direction, les représentants syndicaux et la direction des soins. Bon, ça, c'était le cas théorique. Dans la réalité, chaque établissement adaptait en fonction des fonctions réellement tenues par les gens dans les établissements et de leur implication. Voilà. Ça permettait en tout cas un dialogue entre les représentants syndicaux et les autorités managériales de l'établissement, donc c'était intéressant. Et puis, il y avait les dimensions d'échange avec les autres établissements médico-sociaux. Ça permettait aux agents de voir ce qui se passait ailleurs, de comprendre quelles étaient les problématiques communes sur nos petits établissements et quelles étaient ensuite ce qui était spécifique sur chaque établissement. Voilà. Donc, il y a pu avoir un chantier qui a été testé. Alors, en termes de résultats, je pense que c'est pas... En fait, on a débouché sur rien, je vais vous dire. Donc, on va se dire que c'est l'expérience qui a compté, c'est-à-dire qu'on a appris à interroger nos méthodes de travail, on a appris à s'interroger en équipe, à définir un sens commun. Même si aujourd'hui la crise Covid a mis à mal ce sens commun, il y a au moins eu ce temps d'interrogation qui a été, j'allais dire, assez fédérateur pour les équipes. Voilà. Mais je suis comme ma collègue, je note la difficulté à la co-construction et ça a été très prégnant de voir comment les représentants syndicaux, qui étaient véritablement associés, pouvaient de temps en temps être en difficulté. C'est-à-dire que ce n'était pas leur rôle habituel. Alors, ils avaient du plaisir à être là, mais ça les mettait en difficulté ensuite pour reprendre nos joutes habituelles dans les instances. Vous voyez, c'est-à-dire que cet espace de confrontation était un petit peu percuté par cet espace de co-construction. Et là, ils n'ont pas été très, très à l'aise. Voilà, alors nous, côté tout ce qui a été mis en place ensuite, parce qu'une fois que la QVT, on a fait ne serait-ce qu'une petite expérience, on se dit effectivement qu'on ne peut plus fonctionner sans. Donc, je pense qu'on a cette petite lumière, et même si nous, aujourd'hui, à cause du Covid, on n'a pas repris vraiment le flambeau de la QVCT, on a gardé quand même cette lumière QVT, et j'espère que quand on va enfin se sortir de nos problématiques de post-Covid, on va pouvoir remonter des groupes de travail là-dessus, que ce serait vraiment bénéfique. Je vais vous citer donc pareil une petite liste d'actions qui a été mise en place, mais de manière, j'allais dire, consécutive à cette expérience QVT. C'est ça qui est important. D'abord, on a décidé de créer un volet social dans le projet d'établissement, un volet social qui était totalement embryonnaire et qui n'existait pas. Dans ce volet social,
on fait un suivi des RQTH, non pas pour pister les gens qui ont des RQTH, mais pour susciter les dossiers RQTH et pour pouvoir anticiper avec Cap Emploi les difficultés sur les postes. On a des gens qui ont des handicaps, par exemple, visuels ou auditifs, qui peuvent être équipés. On peut les aider vers ça. On peut aussi les aider sur leur poste de travail lorsqu'ils sont en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose de long cours. Nous, on a une pyramide des âges assez défavorable. Donc, on a des gens qui ont des problématiques RQTH importantes et on a envie de les accompagner. On a trouvé les interlocuteurs pour ça dans la fonction publique hospitalière et donc on est engagé. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne les parcours professionnels et donc on s'est lancé dans les VAE aides-soignants, également aidés par l'ARS. On a beaucoup, comme les spécialistes d'ASH soins, qui ne devraient pas exister, mais c'est la réalité du terrain. Et donc, on accompagne nos ASH vers les diplômes d'aide-soignants, soit à l'école, soit par le biais des VAE. Et puis ensuite, on a fait une petite chose pour cette fin d'année Covid, mais parce qu'il nous restait un petit peu de budget sur le soin et que, objectivement, la mobilisation avait été forte. Les temps Covid ont été difficiles, même dans les établissements qui n'ont pas été inondés par des clusters terribles. Et donc, du coup, on a mis en place une action bien-être qui s'est matérialisée par un massage bien-être des épaules et du dos. Ça a été unanimement apprécié. C'est pas grand-chose, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, mais c'était pour dire qu'on prenait en compte l'investissement et l'investissement premier qui est corporel dans nos établissements, parce que les gens sont très engagés corporellement. Voilà. Et puis, on a créé également, à la suite du Covid, un agent d'absentéisme, c'est-à-dire que c'est une personne c'est une AMP, qui fonctionne avec l'animatrice et qui, lorsqu'on a des absentéismes trop importants, vient remplacer sur les postes, qui permet de ne pas rappeler sans arrêt les agents. Voilà. Donc c'est tout simple, c'est extrêmement pragmatique, c'est évidemment tout à fait insuffisant. Je crois qu'on aurait vraiment d'autres axes à investir, comme la question de la motivation, parce que c'est pas juste la question de la rémunération ou la question de la promotion professionnelle, on a la question de la perte de sens, de la difficulté à rester motivé. Et aujourd'hui, je pense que si on remonte une action QVCT, c'est pour vraiment trouver des réponses, en tout cas un accompagnement à comment on est un professionnel du médico-social pendant 40 ans. Parce que c'est difficile en réalité pour les agents de tenir sur cette. Voilà, je crois que j'étais à peu près complète. J'ai sans doute obligé des choses, mais voilà. Non, un grand merci vraiment pour vos interventions qui mettent du sens en fait aux éléments qu'on peut nous poser et qui avec une vision vraiment pragmatique, concrète des choses. Et c'était un retour finalement riche, je pense pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Donc pour la dernière étape finalement de notre webinaire, on va faire un petit focus un peu plus particulier sur la protection sociale complémentaire, qui est le levier finalement, un levier supplémentaire qui va favoriser l'attractivité des établissements. Et on va retrouver finalement pas mal de choses que vous avez évoquées, et Madame Garot et Madame Guépin, puisque finalement au carrefour des enjeux de la QVCT, on va retrouver cette protection sociale complémentaire qui est vraiment à considérer comme un outil qui est essentiel, un contributeur vraiment à la QVCT, on en est convaincu, et qui vient vraiment s'inscrire comme pour nous un dispositif de la prévention et de la couverture des risques RH. Donc cette prise en compte de la QVCT qui est cette prise en compte dans la performance finalement publique, elle doit intégrer cette dimension de la protection sociale pour mettre en œuvre des dispositifs de prévention collective qui viennent finalement réguler les conséquences des risques sociaux. C'est pour cette raison qu'en fait, il y a une ordonnance qui est sortie il n'y a pas très longtemps, l'ordonnance du 17 février 2021, qui a été l'aboutissement de longues négociations, qui a été reprise dans le cadre de la loi de la transformation donc de la fonction publique et qui est venue fixer finalement un nouveau cadre de la protection sociale complémentaire qui va s'appliquer pour les titulaires mais également, et c'est la grande nouveauté, pour les contractuels, et qui va s'appliquer sur les 3 versants de la fonction publique, donc la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale.
ces dispositions qui vont vraiment s'appliquer à tous les agents publics, elle va se caractériser par deux choses. Par une convergence en fait des dispositifs de protection sociale finalement entre les fonctions publiques, entre les trois fonctions publiques, donc il va y avoir une harmonisation à ce niveau-là, mais aussi par rapport au secteur privé sur lequel on le sait, il y a une concurrence assez forte finalement avec le privé qui a déjà mis en place en fait ces dispositifs et du coup qui va se matérialiser par une participation obligatoire de l'employeur en santé à hauteur de 50% sur un panier de soins minimum et également pour l'employeur la possibilité de participer à la prévoyance des personnels et des agents hospitaliers. Le deuxième aspect, c'est un dialogue social qui a été vraiment placé au cœur de la définition et de la mise en œuvre donc de ces nouveaux dispositifs de la protection sociale complémentaire, sur lequel il y a des accords majoritaires qui sont encouragés et qui sont éligibles en fait, qui seront éligibles aux mêmes conditions fiscales et sociales que celles qui sont déjà émises dans le privé. Donc nous, on est convaincus en fait de cette réelle avancée pour les établissements de santé et pour l'ensemble des personnels finalement sanitaires et médico-social, car l'accès finalement à cette protection sociale, c'est pour nous d'abord et avant tout un élément clé d'un meilleur état de santé des acteurs hospitaliers, des personnels hospitaliers. En fait, pour qu'elle soit effective et bénéfique, finalement, la déclinaison concrète de l'ordonnance, elle devra répondre à deux enjeux. Le premier, c'est de permettre en fait à l'ensemble des personnels, qui soient donc fonctionnaires, agents, contractuels, mais aussi les contractuels et les médecins, qui puissent bénéficier finalement d'une offre étendue, d'une offre globale en fait et de qualité qui répondra vraiment à leurs enjeux et à leurs besoins et qui sera aussi financièrement accessible grâce à la contribution de l'employeur public. Le deuxième sujet, le deuxième enjeu, donc on a vu l'enjeu pour les personnels, l'enjeu pour les établissements et plus particulièrement pour la gouvernance de ces établissements, c'est un effet en fait ça vient une réelle opportunité de venir enrichir la politique RH en considérant que cette protection sociale complémentaire, c'est un vecteur d'amélioration pour la QVCT. Un vecteur d'amélioration pour la prévention des risques professionnels, mais vraiment aussi un outil d'attractivité et de fidélisation des personnels. Pardon. On entendait tout à l'heure Madame Garot parler de difficultés autour d'effectifs qu'on ne trouve pas forcément dans les établissements, de recours à l'intérim, même aujourd'hui paramédical, jusqu'alors des plutôt problématiques médicales. Et Madame Guépin évoquait aussi cette perte de sens pour les personnels et on voit bien finalement que cette mise en place, cette protection sociale complémentaire, elle vient être un outil d'attractivité pour les établissements et une certaine fidélisation des personnels. Dans un contexte, on le sait, on l'a évoqué, de tensions démographiques, mais aussi finalement de concurrence entre les établissements. Quand une offre est appliquée dans une clinique privée qui peut être à 5 ou 10 kilomètres de l'hôpital public, bah finalement, aujourd'hui, le personnel, voilà, ça peut faire pencher la balance. C'est peut-être un levier qui est intéressant et qui n'est pas négligeable à exploiter. Sur le dernier aspect, en fait, nous, donc on l'a évoqué, on est vraiment convaincus par ce dispositif et on est convaincus finalement en couplant, en ayant une double approche dans la politique de prévention et d'accompagnement des agents, la protection sociale complémentaire, aujourd'hui, elle vient s'intégrer dans une approche finalement globale, transversale de la gestion du risque. Je vais vous les détailler, mais elle contribue notamment à un meilleur état de santé de la population hospitalière, une amélioration des conditions de travail, une stabilité des équipes, une reconnaissance de l'engagement aujourd'hui des personnels, l'attractivité et la fidélisation, on en a parlé, et la qualité et la sécurisation des soins. La dimension de santé au travail, c'est vraiment un élément clé et la santé au travail des personnels, elle permet directement finalement de renforcer et d'améliorer la QVCT au sein d'un établissement. Et on le sait, le niveau de santé, en fait, le niveau de santé des personnels contribue à la performance de l'individu et aussi à son épanouissement, en fait, au travail. Et on pense que cette dimension, elle a été
insuffisamment pris en compte jusqu'à présent par l'employeur public. Il y a plusieurs études qui le prouvent, et notamment, au titre d'exemple, il y a une étude qui montre que 69% des agents de la fonction publique hospitalière estiment que les enjeux de santé au bien-être sont aujourd'hui mal pris en compte par leur employeur. Donc 69% des agents, et si on se focalise finalement sur la population, sur le personnel soignant, ce 69% monte à 72%. Donc il y a vraiment aujourd'hui les personnels soignants, voilà, mettent ceci en avant. Contrairement finalement sur ce point de vue est partagé seulement à 50% par les agents de la fonction publique territoriale qui ont déjà un pas d'avance en fait sur ces enjeux-là par rapport à la fonction publique hospitalière. Sur la contribution à un meilleur état de santé de la population hospitalière, on sait qu'aujourd'hui en fait pour être couvert à 100%, et être pris en charge, en fait, il faut dispenser d'une couverture complémentaire au régime de sécurité sociale. Hein. Ça, c'est indispensable quand on sait que 14% des frais de santé sont aujourd'hui pris en charge par la protection sociale complémentaire et 40% des soins dentaires et 72% des frais d'optique. Donc, c'est pas négligeable. Et en effet, il y a un dispositif qui existe, un dispositif historique des soins gratuits qui sont réservés aux seuls agents de la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, ils ne couvrent qu'une partie de ces besoins de santé des agents et ils sont souvent ils sont limités déjà au seul lieu d'exercice de l'agent et ils offrent en fait un accès aux soins qui sont différents selon le type d'établissement et qui excluent en fait généralement tout ce qui est la partie soins de ville et comme le dentaire et l'optique qui ont dont le reste à charge en fait est quand même relativement important pour le patient. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un taux de renonciation qui est un taux de renonciation aux soins qui est beaucoup plus élevé en fait chez les fonctionnaires, qui est de l'ordre de 41%, par rapport au reste de la population générale qui lui est de 25 à 30%. On le sait tous et vous le savez mieux que quiconque que finalement, il faut aussi qu'on prenne en compte dans cette PSC les spécificités des conditions de travail des personnels de l'hôpital qui eux pour avoir une approche finalement plus globale sur les conditions de travail et les risques professionnels. Donc l'offre qui sera proposée, elle devra retranscrire en fait les garanties mais aussi les solutions d'accompagnement qu'on a évoquées en fait et de prévention adaptée. Une préservation de l'état de santé des personnels, en fait, elles doivent prendre ce que vous avez évoqué dans vos témoignages, cette pénibilité finalement spécifique aux missions de soins, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, gestion du stress, tous les risques infectieux, le travail de nuit sur lequel on a vraiment un travail très particulier autour du soin et pour améliorer vraiment cette qualité de vie, également avoir un impact sur l'absentéisme et la stabilité des équipes. Parce que l'absentéisme, on le sait, ça a un coût direct et même indirect pour les établissements et qu'il y a une importance aujourd'hui à le maîtriser parce que s'il est mal maîtrisé, en fait, cet absentéisme, vous savez tous, il impacte le service. Il y a une surcharge de travail, il y a une altération des conditions de travail, une perte de motivation qui va du coup avoir un effet un peu boule de neige et qui va se répercuter sur le reste des équipes. Donc, on a aujourd'hui, les établissements ont a fortiori intérêt à tirer des bénéfices et à intégrer finalement cette question des couvertures complémentaires dans leur politique générale de prévention. Dans l'autre aspect un petit peu de la dynamique, il y a l'amélioration du dialogue social qui est l'autre facteur de la QVCT parce qu'on sait que la qualité du dialogue social, c'est également un levier autour de cette QVCT et qu'elle va vraiment améliorer la qualité de vie des relations de travail, le climat social plus apaisé et que dans la réforme qui a été mise en place, qui a été posée, ça a été vraiment le choix de placer cette négociation collective au cœur de la définition et de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs de la PSC. C'est vraiment un sujet pour nous, on pense que c'est un sujet d'intérêt commun, qui se soit aussi bien pour les partenaires sociaux que pour les employeurs et qui vont venir un petit peu renforcer et enrichir la négociation collective et le dialogue social. Enfin, on l'a vu, il y a tout ce qui est la reconnaissance de l'engagement des agents et cette participation de l'employeur public à la PSC représentera en fait pour les agents un gain de pouvoir d'achat qui va être aussi non négligeable et un élément en fait de reconnaissance de leur travail et de leur engagement.
et on sait en fait que ce sentiment de reconnaissance va venir favoriser l'engagement au travail des agents, va venir avoir un impact sur leur motivation et donc du coup c'est a fortiori un autre impact positif finalement sur la qualité de vie au travail. Pour conclure en fait sur ce débat, on est persuadé, on reste bien évidemment convaincu que ces opportunités de la réforme de la PSC, elles devraient être saisies par les établissements avant sa date d'application qui est assez tardive, qui est prévue, qui est fixée en fait, la deadline est fixée en 2026. Et nous, on estime qu'avant que ce couperet tombe, il y a vraiment, en tout cas, il y a une latitude, il y a la possibilité, il est même préférable aujourd'hui que les établissements, les acteurs de santé viennent s'engager dans cette phase transitoire qui nous est permis, qui pourra passer par différents aspects, probablement pour certains par une conduite de projet un petit peu pilote, parce que c'est des valeurs assez fortes qu'ils veulent faire passer dans leurs établissements et donc pouvoir s'engager finalement de manière exponentielle sur ces sujets, ou que ce soit par une augmentation de la contribution financière employeur qui pourra monter crescendo jusqu'en 2026. Et c'est donc nous, en tant que CHAM Reliance, on peut tout à fait vous accompagner. On est là pour vous accompagner dans cette mise en place progressive de la protection sociale complémentaire qui pourra être mise en œuvre du coup progressivement dans les établissements et qui permettra en fait d'anticiper ces enjeux spécifiques de l'ordre de la protection sociale complémentaire et de venir avoir une application finalement sereine de ces dispositifs et puis de réduire finalement, de mettre tout le monde sur le même piédestal, de venir réduire ces disparités avec les salariés du secteur public, privé, qui eux ont sont déjà sujets à, ont déjà ces dispositions qui s'appliquent, et puis avec les autres fonctions publiques, soit la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale, qui sont déjà quand même largement avancées également sur ces sujets-là. Donc on remet tout le monde sur le même piédestal et on vient réduire ces inégalités qui s'appliquent. Pour conclure les débats et laisser place ensuite aux questions s'il y en a, on l'a évoqué, ça a été un petit peu le fil conducteur de notre webinaire, c'était le prendre soin de ceux qui nous soignent finalement. C'est aujourd'hui la clé majeure, on en est convaincu et on l'a tous exposé pour maintenir cette continuité d'activité, cette qualité, cette sécurité des soins et qui va venir finalement l'impact qu'on va avoir sur ces personnels, sur cette qualité de vie au travail, va venir participer, impacter fortement la performance des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc on a un intérêt majeur collectivement à travailler sur ces sujets-là et j'espère qu'on vous l'a globalement exposé au fil de ces 4 interventions. Voilà, je crois qu'on arrive au terme. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets-là? Alors, Grégory, il y avait une petite question. Oui, effectivement, j'ai vu. Alors, une question sur l'accompagnement des établissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accompagnement des établissements? Alors oui, on peut vous en dire beaucoup plus. On a un temps un petit peu limité, donc on va essayer de pas trop entrer dans le détail pour d'éventuelles autres questions. Évidemment, on peut accompagner les établissements à la fois sur la mise en place d'une politique ou d'une stratégie globale QVCT, toujours à travers à la fois l'apport méthodologique et le focus sur des sujets ou des thèmes bien précis présentés notamment dans le référentiel qu'on a vu. Et puis, on peut vous accompagner sur à peu près toutes les questions qui sont liées au référentiel, sur toutes les thématiques présentées dans le référentiel, évidemment, puisque notamment l'exemple que j'ai apporté en illustration est un exemple concret, assez frais d'ailleurs. Il date de cette année, fin 2020 et début 2021. Et c'était un exemple concret d'accompagnement qui s'inscrit dans un cadre plus global QVCT, de politique et de stratégie QVCT. Et effectivement, on a accompagné cet établissement sur une question qui était bien spécifique, sur un thème spécifique de la QVCT, parce que c'était la priorité donnée aussi par l'établissement, sur la prévention de l'usure professionnelle et le maintien durable dans l'emploi. Donc oui, effectivement, on peut vous accompagner sur toutes ces thématiques et plus globalement sur la mise en œuvre d'une stratégie QVCT à l'échelle de votre établissement ou de votre organisation. Alors, il y a une petite question sur la PSC et sur le financement de la PSC. Ah, pardon. Oui.
Grégory, non, c'est bon, j'avais fini, pardon. J'avais fini. Oui, sur la PSC et plus particulièrement sur son financement. Alors c'est vrai que on entend hein, qu'il y a des problématiques diverses et variées selon les établissements. Aujourd'hui, la PSC c'est un financement 50-50 et de toute façon qui va intervenir, qui sera de fait, qui va intervenir en 2026. Donc si vous voulez, la PSC elle sera financée par du redéploiement de financement, par des initiatives qui pourront être mises en place dans les établissements. Après, c'est aussi peut-être à un moment donné, cette application et de mettre peut-être de manière progressive, c'est peut-être aussi de faire valoir auprès des autorités publiques l'impact que ça peut avoir et montrer l'intérêt que ça peut avoir et peut-être voir si derrière, il y a des financements qui peuvent ad hoc, qui peuvent intervenir. Si je peux rebondir juste sur cette question, alors j'y répondrai pas directement parce que là pour le coup j'ai pas les qualifications nécessaires, mais je dirais qu'en tirant le fil, on peut se poser parfois les mêmes questions autour de la prévention des risques, autour de la QVT, de la QVCT. Il faut effectivement réfléchir au combien ça coûte. Il faut surtout avoir en perspective le combien ça rapporte. Et aujourd'hui, si je parle strictement de la prévention des risques et de la QVT, la QVCT, à peu près toutes les études sont unanimes pour dire que ça rapporte plus que ça coûte sur une échelle de 1 euro investi pour à peu près 2,20 € dans les hypothèses les plus basses, on va dire, de rapporter. Donc, on est sur un rapport de 1 à 2,20 et ça rapporte, si je puis dire, assez rapidement. Enfin, somme toute, on est sur une échelle en général, toujours dans les études qui s'accordent à peu près tout autour du sujet, on est sur un apport autour de 18 mois. Donc, c'est-à-dire qu'un euro investi en rapporte 2 à 2,20 sur une échelle de 18 à 20 mois, on va dire, voilà, sur un an et demi. Donc, voilà, il faut toujours essayer de garder en perspective ce que ça peut rapporter in fine. Madame Garot, il y avait une toute petite question, je vous laisse y répondre. Oui, alors donc le contact en direct, je suis en train de le chercher. J'ai un appel à projet, mais je n'ai pas tout imprimé. C'est parce que c'est effectivement plutôt… ah, ça y est. La Fondation des hôpitaux de France lance l'appel à projet prenant compte de ceux qui soignent, mais je n'ai pas directement comme ça la coordonnée. Mais je peux donc en ligne vous essayer de vous renseigner un peu plus. Je pense que si vous allez sur le site, pour être tout à fait plus clair, sur le site de la Fondation des hôpitaux de France, vous allez trouver l'appel à projet « Prenons soin de ceux qui soignent ». Voilà, c'est ça. Donc, et à partir de là, c'est un programme national de soutien aux soignants et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut prendre encore un petit peu de temps. On a une autre question a priori sur… Je vais répondre oui, là, celui que c'est fou, notre jeune collègue. Donc, Rudy Chouvel. Donc, je ne sais pas si je peux répondre en direct. Oui, donc la question peut-être qui a été posée, c'était de communiquer le nom de la personne en charge du développement durable. Voilà, excusez-moi, oui, c'est monsieur donc, Rudy Chouvel, donc directeur adjoint, et qui publie beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres… il nous reste encore quelques petites minutes. Alors, en fait, le webinaire sur lequel vous avez participé sera disponible en replay. Donc, les supports, en fait, vous pourrez avoir le support au moment du replay du webinaire. Des questions au niveau de du support de présentation. Puis, si vous avez des questions plus précises sur ce qu'on a présenté, bien sûr, on reste à votre disposition pour aller plus loin, parce qu'on a conscience aussi que voilà, sur ce format, c'est aller très vite sur des thèmes qui demandent ou qui pourraient être exposés en beaucoup plus de temps. Donc, et on est intarissable sur le sujet.
ou presque. Bah écoutez, voilà, 14h10, on arrive au terme du temps qui nous était qu'on avait défini, qui nous était imparti. Donc je vous propose. On a une dernière question, je crois. Comment est-ce qu'on peut obtenir nos coordonnées? Bonne question. On est en train de vous répondre là. Sur quoi? Oui, alors on me souffle dans l'oreillette que sur le site. Vous aurez l'ensemble de nos coordonnées pour nous solliciter. Et bien évidemment, on vous enverra, enfin, vous aurez tout sera en ligne en fait, hein, probablement sur les réseaux, sur notre site, sur les réseaux sociaux, sur notre site, pour que vous puissiez retrouver le replay de notre intervention et pourquoi pas le faire partager à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous pour votre présence, merci à nos intervenants pour la qualité des échanges et on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.